Et salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la rencontre entre Metz et le Racing Club de Lens. Les Messins qui ont réussi, par miracle certains diront, avec de la chance, certains autres supporters du nord de la France diront également. Effectivement, Metz qui l'a emporté sur le score de 2-0. Et j'ai monsieur Grenat Forever qui est avec moi. Comment vas-tu Grenat Forever? Bonjour Monsieur Socket, bah écoute, tout va pour le mieux encore une fois. Une journée de plus, tout va, tout va pour le mieux. Une journée de plus, les vacances ont commencé pour moi, une victoire de Metz, tout va bien. Plusieurs choses avant. Évidemment, l'avant-match, les éléments de l'avant-match, il y a une vidéo que l'on a faite sur la chaîne. D'ailleurs, vous avez été nombreux à la regarder, donc merci beaucoup. Vous le trouvez sur la chaîne YouTube si vous voulez avoir d'autres informations, par exemple sur le Racing Club de Lens, sur leur tendance jusqu'au moment où ils ont affronté le FC Metz. Bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, hein, n'hésitez pas, on s'approche des 700 abonnés. Hein. Encore une fois, un grand merci à tous ceux qui s'abonnent. Et dernière chose, bien sûr, je vous attends dans les commentaires pour un peu me donner votre avis sur la performance des joueurs du FC Metz, qu'est-ce que vous avez retenu, le positif, le négatif. Bref, n'hésitez pas, lâchez-vous dans cet espace qui vous est réservé. On commence, Grenade Forever, donc par parler de le 11. Le 11 des deux équipes, et bien sûr, on va être plus attentif au 11 du FC Metz. Hein. Donc rapidement, si on évacue, je dirais, le 11 du Racing Club de Lens, Lens qui, comme prévu en avant-match, Grenade Forever vient avec son système habituel, hein, à savoir donc un système en 3-4-1-2, hein, avec, on l'avait noté, donc certains retours, tu sais, par exemple le retour de Loïc Badet en défense centrale, donc qui était un retour assez attendu. Par contre, il y a une présence, une non-présence, on va dire, qui est assez inattendue, c'était Fofana, qui n'était pas sur le terrain côté Lens. Ouais, il a préféré remettre Doucouré un peu comme au début de saison avant que Fofana n'arrive. C'est ça, oui. Et juste un truc intéressant, c'est que Michelin qui avait joué donc contre, le match d'avant, je sais plus c'est quel match À contre Monaco. Monaco, qui d'ailleurs avait fait 2 passes décisives contre Monaco, a été enlevé du 11 et c'est Jonathan Klaus qui l'a remplacé sur l'aile droite, Qui est l'aile de Thomas logique. Delaney. Oui, qui est logique, hein, bien sûr, mais on va voir quand même que ça va peut-être un peu jouer, tu vois, dans le contenu du match. Pour le Racing Club de Lens. Mais ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse bien sûr, c'est la stratégie côté SMS. Qu'est-ce que nous a pondu Monsieur Antonetti? Monsieur Antonetti, il a, au niveau tactique, fait pareil que ce qu'on a vu notamment contre Montpellier. Système 3-4-1-2 avec... Par contre, sur le choix des hommes, Grenade Forever, quelques petites surprises. Parce que autant on sait que pour tout ce qui est le gardien, la défense, le gardien Oukidja, la défense centrale, Kouyaté avec Boy à sa gauche et à sa droite Dylan Brown. Sur les ailes, au poste de latéral un peu défensif, voire piston, Thomas Delaney à gauche et Fabien Santonze à droite. La question était donc le milieu de terrain. Parce que le milieu de terrain, on sort du match de Montpellier. La paire Fofana-Maïga, là où elle était intéressante, c'est que Fofana restait plus en retrait que Maïga, donc Maïga allait plus vers l'avant. Hein, Maïga faisait du relais des actions offensives, il contribuait bien sûr défensivement, mais il faisait les deux en fait. Tu vois, Maïga, c'était vraiment le box-to-box que l'on aime bien. Tu vois, le mec, il est capable d'accompagner et en même temps de défendre. Fofana faisait que de la défense. On sait très bien qu'il a des difficultés sur son jeu de relance, qui est absolument infâme, comme vous le savez et comme on le répète depuis plusieurs mois. Et donc sur ce match, il décide de ne pas remettre Fofana. Et donc, il met Monsieur Angban pour une doublette, donc Angban-Maïga. Avec, et c'était ça l'interrogation, c'est que tu mets Angban sur le terrain, ça veut donc dire que Maïga va-t-il être derrière sur le terrain? Et quand tu regardes finalement les positions moyennes, tu te rends compte que Maïga a joué sentinelle durant tout le match, et que Angban a joué, on va dire, milieu... Il était plus milieu excentré droit en fait, quasiment. Quand tu regardes. Box to box, ouais. Ouais, mais un box-to-box, tu vois, un peu plus côté droit. Hein, pas vraiment côté gauche. Et donc, ce que Maïga a fait contre Montpellier, on attendait la même chose pour Victorien Angban. Le problème, c'est que, comme vous savez, Victorien Angban, offensivement parlant, n'est absolument pas Habib Maïga. Il est peut-être, et encore, il s'approche de Maïga défensivement. Offensivement, vous savez que Angban a une certaine timidité dans le jeu, dont on va parler après. Et donc, c'est pas forcément sur le papier, en avant-match, on n'est pas forcément convaincu qu'on aura le même relais offensif
depuis le milieu de terrain. Au poste de numéro 10, Monsieur Farid Boulaya, comme d'habitude, hein, qui impressionne de semaine en semaine, qui est sur une constance qui affole évidemment tous les supporters du FC Metz, hein, quand on voit ce qu'il est en train de faire. Et là, c'était intéressant, Grenade Forever, c'était la deuxième zone d'interrogation, l'attaque. Parce que l'attaque, on se retrouve avec plusieurs possibilités en avant-match. Est-ce qu'on se dit que N'Gate va aller en pointe avec Lamine Gueye sur le côté droit? Est-ce qu'on aura du ICK en pointe, N'Gate sur le côté droit? Il y avait l'option éventuelle, mais qui, nous, on ne l'a pas choisi. Tu sais, l'idée de mettre Yad sur le côté droit et de mettre N'Gate en pointe. Et en fait, c'est ce qu'il a choisi, Monsieur Antonissi. N'Gate en pointe et Yad à droite. C'est ce qu'il a choisi. Ouais. Il a décidé de mettre les deux joueurs qui ont fini le match à Montpellier, où pendant une demi-heure, ils ont donné grandement satisfaction. Alors après, je pense que autant pour N'Gate, c'est logique de le revoir là titulaire. Autant pour Yad, je pense qu'il profite du fait que Lamine Gueye n'était pas dans le groupe pour un pépin un peu physique ou une petite blessure, donc je pense qu'il en profite un petit peu. Oui, parce qu'effectivement, comme tu dis très bien, il était à la base prévu dans le groupe de 21 joueurs, Lamine Gueye, et finalement, quand on voit la feuille de match, Lamine Gueye n'est plus sur cette feuille, et donc on imagine qu'effectivement, physiquement, il y a peut-être quelque chose qui a fait que Lamine Gueye a été sorti du groupe, et donc on met Yad. Yad, ce qui est intéressant, c'est que il impressionne, tu sais, sur sa rentrée contre Montpellier. Il y avait une interrogation, c'est qu'on sait que quand il rentre contre Montpellier, Yad, en fait, on voit très bien, là, tu sais, on l'avait dit lors du débrief du match de Montpellier, qu'il y a une vraie différence physique en termes de fraîcheur, surtout entre Yad et les autres joueurs de Montpellier. Parce que quand tu vois les accélérations de Yad contre Montpellier, tu sens qu'il y a une vraie différence en matière de fraîcheur, tu vois. Et donc, interrogation de se dire qu'à armes égales, en termes de fraîcheur, est-ce que Yad sera autant efficace qu'il a pu l'être contre Montpellier? Il y avait là aussi une vraie interrogation. Il y avait une interrogation, c'est la première fois qu'il débute un match. On a l'habitude de le voir un peu en joker de luxe pour les quelques entrées qu'il avait fait. Donc c'était curieux à voir une heure avant le coup d'envoi. Bien sûr, et juste un dernier point pour terminer sur le 11, c'est que, tu sais, on se disait, ok, on voit, tu sais, sur la feuille notamment présentée par Téléfoot, tu vois, on voit Yad et N'Gate sur la même ligne, et on se demandait comment on va se comporter l'un et l'autre sur le terrain, et là, pareil, les positions moyennes montrent qu'en réalité, Metz est resté dans l'esprit de l'hybride de Montpellier, c'est-à-dire que l'on distingue clairement un joueur qui est axial et un joueur qui est ailier droit. Ça se voit sur les positions moyennes, donc il n'y a pas vraiment d'ailier gauche à proprement parler. On va aussi justifier cela par le fait qu'on veut laisser le couloir à Monsieur Delaine, et l'histoire va donner raison, mine de rien, de laisser ce couloir gauche encore une fois libre. Par contre, là où c'est une grosse surprise, c'est que c'est pas N'Gate qui est en pointe et Yad qui est excentré droit, Grenade Forever. Quand tu regardes les positions moyennes, c'est Yad qui est axial et N'Gate qui est plus excentré droit. Ouais, bah oui, son poste un peu de prédilection à N'Gate, c'est bien. Quand il est sur le côté, il est quand même mieux. Mais il avait décidé de se calquer un peu sur le schéma lensois, donc puis les deux sont assez complémentaires devant, donc. Mais est-ce que l'on peut dire dans ce cas, Grenade Forever, que avoir prédit que Yad finirait avant-centre tôt ou tard, j'avais peut-être raison? Bah après, peut-être, mais là je pense qu'il a profité aussi que la défense en soi Grady est assez lent, donc il s'est peut-être dit que Yad ayant une plus grande pointe de vitesse qu'Nguet, c'était peut-être plus intéressant de le laisser lui prendre un peu plus l'axe. Et la profondeur sur une accélération, peut-être, tu vas dire. Ouais. Et la profondeur, et Opa Nguet plutôt sur un côté avec Massadio Haidara. D'ailleurs, il lui en a fait voir un peu de toutes les couleurs sur la première mi-temps. Donc... Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est clair que Haidara, il a pas vraiment compris ce qui se passait, notamment en première mi-temps. Donc là, on a fait un peu Mais à nuancer, parce qu'à Montpellier, c'était vraiment un... Ah, c'était pas pareil à Montpellier. Un attaquant, là, c'était ça s'est vu sur certaines phases, mais il y a des phases où c'était vraiment calqué sur Lens avec deux attaquants axial. Des fois, ça partait... Au début du match, effectivement, c'était vraiment pour moi proche. Du axial. Ouais.
Je suis d'accord. Au début du match, oui. Après, quand tu vois notamment, tu sais, plus tard dans le match, tu vois que ça penche vraiment pour un ailier sur le côté droit et vraiment laisser le côté gauche de lit pour Thomas Delanne. Hein. Donc effectivement, et on va en parler après des faits marquants, mais je pense que c'était vraiment l'idée qu'il y avait derrière quand tu vois ce qui s'est passé. Donc je pense que là on a fait un peu, tu vois, tout l'analyse au niveau du 11 tactiquement et aussi au niveau du choix des joueurs. Si on regarde les faits marquants qu'on a forever du match, sans vraiment, tu sais, faire mi-temps par mi-temps comme on le faisait d'habitude, mais concentrons-nous, je dirais d'abord sur les buts marqués durant ce match. Donc il y a eu 2-0 pour le FC Metz, premier but du match, 30e minute de jeu. Alors déjà ce qui est intéressant encore une fois, mais on le dira après dans les enseignements qu'on a forever, c'est que encore une fois, finalement, on marque encore en première mi-temps les premiers. Ce qui n'était pas habituel depuis les matchs précédents. Enfin, les matchs, tu sais, notamment avant Strasbourg, où on commençait à avoir beaucoup de rencontres, tu sais, où on subissait l'ouverture du score. On l'avait déjà dit à de nombreuses reprises, et là, c'est que l'on marque le premier but. Ah bah là, ça fait une semaine qu'on marque les premiers, et bizarrement, ça nous rapporte des points, donc... Ouais. Forcément, de ne plus courir après le score dans les matchs, c'est aussi important. Hein. Étant donné qu'on a du mal à mettre des buts, si en plus tu dois courir après le score, compliqué de devoir en mettre 2 à chaque match. Surtout quand tu es le FC Metz. Surtout quand tu es le FC Metz. Quand tu es le FC Metz, c'est clairement pas, on va dire, clairement pas très très simple, entre guillemets, de revenir dessus. Mais bon, effectivement, on ouvre le score. Alors après, si vous voulez voir, et bien évidemment, les buts, bon, bien sûr, vous avez tous les magnifiques résumés fournis par la Ligue. Mais donc, ce premier but qui effectivement part d'une récupération de balle au milieu de terrain, Grenade Forever, si je me trompe pas, ouais. Avec effectivement, on réussit entre guillemets à trouver Open-Gate sur le côté droit, qui voilà beaucoup d'espace et qui justement prend son accélération, rentre dans la surface, crochette un Lensois pour frapper pied gauche. Balle légèrement déviée, si j'ai bien compris, par un joueur de Lens, mais pas au point de considérer que le but doit être un CC. Donc normalement, le but est bien validé pour Opengate, et Opengate qui effectivement donc permet d'ouvrir le score pour Metz. Donc déjà, première chose, c'est qu'Opengate déjà prouve qu'il peut encore à nouveau marquer des buts après ce que l'on a vu notamment contre Strasbourg. Merci. Strasbourg aussi, faut pas rappeler Lyon. Lyon, n'oublions pas qu'à Lyon, il provoque le penalty, il fait la passe D pour Boulaya. On commence à avoir une petite constance Grenade Forever de Monsieur Engate là, depuis 3-4 matchs, en termes d'apport, tu sais, d'action décisive. Oh bah, il est très très important, il est constamment décisif, c'est le Opa Engate, c'est ce qu'on lui demande, c'est d'être régulier. C'est un peu un intermittent du spectacle. On lui avait demandé de la régularité en début de saison, et là ça fait quand même 3 matchs. Et même avant, les matchs où tu as des défaites, c'est généralement celui qui est quand même le plus combatif. On l'avait déjà dit contre Lyon, même si tu prends l'eau, c'est quand même lui offensivement qui te tient un petit peu la boutique. Et là, dans les matchs qui comptent, il est là. Et quand on sait offensivement, ça tâtonne. Frédéric Antonetti change quasiment à chaque fois d'homme devant. C'est bien de pouvoir compter au moins sur un mec que tu sais que tu pourras compter dessus tous les matchs. Ouais, et là surtout c'est qu'il tranquillement il commence à fermer des bouches. Après encore une fois, moi le problème que j'ai, c'est que j'ai envie de voir ça sur plus que 2-3 matchs, tu vois, cette constance là. Et c'est vrai que là pour l'instant, il permet à Metz de bien démarrer les matchs dans un match au contexte un peu pas évident. On affronte Lens, c'est quand même ça reste de la concurrence au maintien. Je pense que tout le monde en est conscient encore. Et c'est vrai que contexte pas simple, et le gars répond présent, 30e minute de jeu, et donc tu mènes effectivement 1-0. Quand on regarde après, tu sais, le reste du match, avec notamment le deuxième but, qui finalement, Grenade Forever, arrive très tard dans le match, puisqu'il arrive dans le temps additionnel. Dans un contexte, il faut rappeler, où Metz est en deuxième mi-temps un peu mise à mal grandement par cette équipe lensoise qui, on le sait, produit du beau jeu offensif.
quand tu vois le nombre de buts qu'ils mettent en moyenne par match et qu'il y a qu'une ou deux fois, je crois une fois, où ils marquent pas un but, tu sais, dans le championnat, bah tu vois ça, tu te dis bah, ok, ça va, on va souffrir défensivement. Et après, on va y venir sur l'aspect défensif, Grenade Forever, mais si tu vois, quand on voit cette équipe de Lens qui pousse, forcément qui s'expose au contre. Hein, forcément. Surtout en faisant rentrer autant de joueurs comme Francaise a fait à un moment donné. Bien sûr. Tu prends le risque d'être complètement désorganisé parce que tu tentes vraiment le tout pour le tout offensivement. Bah, c'est pas compliqué, hein, c'est que sur le papier, Grenade Forever, je crois qu'ils ont leurs 4 attaquants, tu sais, de pointe sur le terrain à un moment donné, parce qu'il y a Sotoka qui est sur le terrain, il y a Banza qui est sur le terrain, Kalimundo est sur le terrain, et puis Ganago. Donc t'as Corentin Jean qui recule carrément latéral droit, mais plus ailier droit, un peu piston droit, donc ça fait 5 joueurs à vocation offensive sur les 13-14 dernières minutes. Bien sûr, et puis aussi Tony Mauricio qui a un profil un peu attaquant soutien, qui est aussi à considérer. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'offensives et donc ils s'exposent. Et l'histoire fait que ballon profondeur pour monsieur Thomas Delaine, dont on va parler après, qui est présent. Donc, comme on l'a dit, comme il n'y a pas d'ailier gauche à Metz, vu le schéma adopté, l'espace côté gauche de manière offensive est réservé à Thomas Delaine pour qu'il puisse monter sans se préoccuper de ce qui se passe derrière lui. Et Thomas Delaine centre à terre pour Farid Boulaya à l'entrée de la surface. C'est Farid Boulaya qui mystifie le cas pour terminer le match en beauté, 94e minute de jeu. Metz qui l'emporte donc 2-0. Je pense que voilà, à la 94e, Grenade Forever, nous sommes tous sortis dehors dans la rue. Alors, certains disent que tu es sorti en slip dans la rue avec le masque, je précise. Très toujours important. Masque, toujours. Il était masqué aussi bien, bien sûr, pour des raisons sanitaires que aussi pour éviter d'avoir la honte vis-à-vis de ses voisins. Donc forcément, le masque était très important à ce moment-là, mais effectivement, une sorte de parade nuptiale pour tout simplement exprimer cette joie que tu avais, que beaucoup ont eu, bien évidemment. Hein, c'était absolument, comme on l'a dit, inattendu de gagner ce match. Ouais, inattendu de gagner ce match avant le début de la rencontre, mais effectivement, un très bon résultat, 2 buts. Très étonnant, mais c'est arrivé. Et donc, ce qui fait que après le match, quand on voit ces 2 buts-là, on commence à faire un peu l'analyse de tout ce qui s'est passé, tu sais, en matière d'enseignement. Et j'aimerais qu'on aille dessus parce que les enseignements sont très intéressants. C'est que tout d'abord, notre schéma Grenade Forever était le même sur le papier que nos adversaires de l'après-midi, à savoir Lens, mais il n'y a pas la même manière d'utiliser le système. C'est-à-dire que Lens, durant tout ce match, a cherché à attaquer, ce qui correspond à cette équipe de Lens depuis le début de la saison, hein, qui cherche à attaquer, qui cherche à vraiment marquer des buts. Hein. Encore une fois, c'est Francaise qui l'assume très très bien, tu sais, en avant-match dans la presse, en disant on est là pour marquer des buts, tu vois, et on n'est pas là pour forcément glaner les points. Le but, c'est qu'on veut marquer, on veut produire du jeu, et donc le message était très très clair en avant-match, et durant le match, ça a été clair aussi. Ils ont cherché à attaquer, Mais nous, en l'occurrence, on a pris ce schéma, encore une fois, de la même façon qu'on l'avait pris contre Montpellier, à savoir jouer très défensivement. Et la finalité, Grenade Forever, c'est qu'une fois de plus, on arrive à déjouer l'une des meilleures attaques du championnat. Est-ce que tu penses que ça va continuer comme ça? Parce que ça fait quand même beaucoup après Montpellier quand même. Écoute, ça fait 2 matchs de suite, on annihile complètement les deux des attaques les plus incroyables de la Ligue 1 cette saison. C'est un top 10, c'est un top 10 d'attaque de Ligue 1, ça, Lens, hein, c'est pas... Non, mais on les a complètement fait déjouer, ce qui leur été jamais arrivé, avec un plan clair, hein, c'est-à-dire surtout tenir Kakuta avec un marquage individuel, ce que Lens n'avait pas forcément l'habitude, tenir leur piston, et surtout Jonathan Klaus, qui était incroyable et qui n'a quasiment pas centré du match. En soi, c'est un schéma de jeu qui est peut-être minimaliste, mais il est travaillé et fait à la perfection. Alors, est-ce que ce système va durer dans le temps? Je ne sais pas. C'est aussi dû à l'effectif qu'on a à l'instant T.
Antonetti s'adapte. Est-ce que quand il y aura le retour de quasiment tout le monde, est-ce qu'il va décider de rechanger pour de nouveau s'adapter au personnel qu'il aura en place? Je ne sais pas. J'ai pas la réponse, mais en tout cas aujourd'hui c'est difficile de... Il n'y a aucun motif pour changer ce système en fait. Avec l'effectif actuel, faut préciser. Avec l'effectif actuel. Bien sûr, parce que Grenade Forever, certains, tu sais, évidemment, alors ça c'était un peu je dirais le dessert de ce match. C'est-à-dire que beaucoup en après-match, évidemment, ont commencé à pointer le fait que selon eux, on ne jouait pas au football, que on était absolument dégueulasse d'obtenir un tel résultat contre eux, parce que c'était majoritairement les supporters de Lens qui étaient énervés. Que c'est un peu dégueulasse d'obtenir un résultat de cette manière, que c'était pas beau à voir, patati patata. Ce à quoi moi-même et beaucoup d'autres on a quand même rappelé que on fait quand même un 11 de départ et on gagne ce match contre l'une des meilleures attaques de Ligue 1, et c'était le cas aussi pour Montpellier, avec quand même 4 joueurs majeurs qui auraient dû être titulaires cette saison, qui sont blessés, dont certains blessés pour encore pas mal de semaines, voire des mois. Udol, Pajot, bien sûr, Endoram et Ibrahim Magnan. Donc, comme j'ai expliqué, je dis oui, mais attendez, nous on essaie de faire avec les moyens du bord, on est obligé de faire jouer des remplaçants. Vous, à Lens, qui c'est qui est blessé chez vous, qui est un joueur majeur? Qui? Vous avez tous vos attaquants, vous avez tous vos milieux. Voilà, donc à un moment donné, il faut aussi analyser le fait que nous aujourd'hui, le schéma en 3 défenseurs centraux est pas désiré par Frédéric Antonetti, parce que c'est pas ce qu'il aime. Je pense que beaucoup de gens l'ont répété. Lui, il voudrait jouer avec un système qui est son 4-3-3 habituel, mais le fait est qu'avec toutes les absences de l'effectif qu'il a, avec le fait que certaines qualités de joueurs ne correspondent pas aux exigences du 4-3-3, et l'exemple parfait c'est Thomas Delaine. On sait très bien que Thomas Delaine peut, dans un système en 3-5-2, s'il est dans ce rôle de latéral, attaquer comme il sait le faire à outrance et comme il sait bien le faire, sans qu'il ne se préoccupe de ce qui se passe dans son dos, donc de l'aspect défensif, parce qu'il sait que derrière lui, il y a un défenseur central gauche qui va couper le lancement de l'ailier, tu sais, si ça part dans le dos de Thomas Delaine. Et c'est là où beaucoup de personnes, faut qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, bien sûr qu'on aimerait jouer à un meilleur jeu, bien sûr que l'on aimerait jouer un jeu un peu plus ouvert, mais le fait est qu'aujourd'hui, non seulement on ne peut pas le faire avec l'effectif que l'on a, mais en plus on est sur un système qui nous a rapporté 7 points sur les 3 derniers matchs. Rendez-vous compte, dans la pire période de la phase aller, cette période de 4 matchs en 10 jours, dont 3 à l'extérieur, on vient de glaner 7 points sur 9. Le tout en jouant à 3 défenseurs centraux, et ça c'est le plus important à dire. Autre chose, Grenade Forever, mais surtout en ayant marqué à chaque fois 2 buts. C'est-à-dire qu'on peut même pas nous taxer entre guillemets de genre on joue le 0-0. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, et je pense, et juste pour terminer, et je vais te laisser la parole, ça s'est vu, et vous voyez très très bien, même dans l'action à la 94e, regardez le nombre de joueurs de Metz qu'il y a dans le terrain de Lens quand il y a le but marqué par Boulaya. Il n'y a pas juste que Boulaya qui attend tout seul dans l'entrée de la surface, il y a au moins 4-5 Messins qui y sont, tu vois. On n'est pas dans une dimension d'une équipe qui genre entre guillemets ouais vas-y Delaine va garder la balle sur le côté gauche, tu vois Delaine il a pu dire ouais je garde la balle sur le côté gauche, je le t'enfile, tu vois. Bah non, tu vas à fond, tu centres, tu mets le but, voilà. Donc on s'adapte, c'est pas facile, mais on a quand même des résultats en s'adaptant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut peut-être que les adversaires se remettent un peu en cause. Les mecs, vous arrivez quand même à perdre contre une équipe de Metz qui est amputée de 4 éléments titulaires majeurs. Faut qu'ils s'interrogent un peu aussi, tu vois. Au lieu de nous pointer du doigt. Ah bah c'est toujours plus facile de pointer du doigt quand... C'est sûr, c'est frustrant quand on est supporter de l'équipe qui perd contre ce genre d'équipe. Bah, ça peut être frustrant, mais bon, je veux dire, il n'y a même pas de... Sur la première mi-temps, les occasions nettes, elles sont pour Metz, alors même qu'on a 40% de possession. Il y a un poteau, il y a une tête qui est pas loin de faire mouche.
En deuxième mi-temps, Lens pousse, ok, oui, ça on l'a très bien vu. Oui, c'est clair. Ils ont fait le jeu, et je suis le premier à reconnaître qu'en termes de fans de foot, voir une équipe faire le jeu comme ça, un promu, c'est quand même une chose qui est bien à voir. Tu vois, bien sûr. Mais Metz n'a pas. Metz, dès qu'ils ont pu ressortir en contre, ils ont essayé d'y aller et jusqu'à la fin. Donc, qu'on nous taxe pas de pas avoir. Alors oui, on cherche pas à faire le jeu, mais on veut quand même. On s'adapte au personnel qu'on a en place. Non, c'est clair. Et vraiment, on essaye de faire notre possible. Et pour l'instant, ça marche. Juste pour rappeler une chose, c'est que en plus. En termes par exemple de tirs cadrés, on fait 4 tirs cadrés sur 13. À Lens, ils sont à 3 sur 17. Parce que Lens aussi a mis beaucoup de temps à comprendre ce que Montpellier a finalement compris après le match. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter de jouer dans la surface, quoi. Je veux dire, et ils l'ont compris à un moment donné quand ils ont commencé à faire des frappes. Tu sais, quand il y a le magnifique arrêt d'Oukidja dans la lucarne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les mecs, il faut aussi prendre des opportunités. Il faut, tu vois, plutôt que de chercher à chaque fois d'aller surface. Et au final, tu es beaucoup plus efficace que de les lances sur ce match-là avec un schéma qui pourtant, effectivement, est beaucoup plus défensif. Et donc, pas de chance pour vous, quoi. Donc nous, ce qui s'est passé, ça nous va très bien compte tenu encore une fois de l'effectif assez affaibli. D'un point de vue global, alors on a fait le tour One Forever sur sur les aspects collectifs, je dirais les enseignements collectifs. Si on va individuellement, en parlant de quelques performances de joueurs, sans pour autant, tu sais, aller sur le terrain du flop et du top, dont on ira juste après. Ce que l'on peut déjà retenir One Forever, c'est que la défense centrale répond toujours présent. Notamment Monsieur Kouyaté, dont Téléfoot a fait l'éloge, dont Benjamin Nivet a fait l'éloge durant tout le match d'ailleurs. Son ancien coéquipier pendant une saison, donc il le connaissait très bien. On ne peut pas taxer Benjamin Nivet de chauvinisme, mais voilà. Il connaît ses qualités, c'est la bonne surprise. Ça fait une semaine que c'est vraiment lui le patron. C'est lui vraiment qui est c'est lui il joue axial. Il n'est pas axe droit, axe gauche. Il est vraiment lui. Il est là en dernier recours. Tout ce qui est dans les duels aériens, il va te chercher tout. C'est une vraie tour de contrôle. Et ça devient même une force au niveau offensif. Parce que sur les coups de pied arrêtés, ça fait quand même une semaine là que quand ils sont bien tirés et quand ils sont pas joués à deux et que Farid se décide de les tirer comme ça, c'est danger à chaque fois. C'est clair parce que Kouyaté, il a sa tête là qui touche le poteau là, tu sais, en première mi-temps là, tu sais que et ça a été très bien dit par beaucoup je crois qu'il y a des joueurs de Lens qui en ont parlé, mais c'est vrai que si les coups de pied arrêtés de Metz qui sont hyper dangereux, où les joueurs de Metz sont carrément libres de tout marquage, et parce qu'on les provoque aussi la liberté de marquage, mais c'est vrai que tu peux ça plus peut-être le fait d'avoir un penalty pour une question éventuellement de main non sifflée, mais ça on va pas y revenir bien sûr. Voire de carton rouge pas sifflé en faveur de Metz, mais on va pas en parler non plus. Metz peut terminer la première mi-temps menant 2-3-0. Mais bien sûr, non mais Et là Metz est élite, la Metz est élite là, c'est bon. Non mais la Metz est élite, mais non mais Kouyaté c'est bien, c'est parce que cette défense est complémentaire. Lui, il se place vraiment en tant que dernier élément et il laisse comme ça Braun et Boy chacun axe droit, axe gauche, aller au marquage, aller chercher les attaquants, et lui il se positionne vraiment en mec qui ne fait pas le marquage, mais qui va, si les deux sont passés, c'est à lui de couper, à lui d'aller chercher en tant que dernier rempart, et c'est très bien parce que ils sont complémentaires, et Boy et Braun sont quand même, ils sont meilleurs pour aller faire le marquage en 1 contre 1. Ouais. Donc ça, je pense que c'est l'élément qui est le plus important à souligner parce que c'est vraiment une continuité de ce que l'on voit depuis l'aménagement tactique, et c'est vrai que cette défense centrale impressionne énormément. Quand on regarde aussi maintenant les deux latéraux défensifs, donc évidemment il y en a un qui sur ce match a beaucoup plus attiré la lumière sur lui parce qu'en plus il est passeur décisif, à savoir Monsieur Thomas Delaine qui, comme on l'a dit quelques minutes auparavant, renaît et surtout match ses qualités avec un système qui justement ne met pas forcément trop en avant ses lacunes défensives. On va pas le répéter ici, vous savez que Thomas Delaine a des lacunes défensives qui apparaissent déjà depuis sa première saison en Ligue 1 la saison dernière. Je veux dire, la phase aller, Thomas Delaine n'est pas dedans.
même les peu de matchs qu'il fait en phase retour, il n'est pas dedans défensivement non plus. Et offensivement, il avait du mal effectivement à montrer le joueur qu'il était en Ligue 2. Et donc, les deux latéraux défensifs, mais surtout Thomas Delaine, avaient aussi un apport offensif à faire. Et finalement, c'est vrai que tu vois, Santon était dans l'équilibre entre la défense et l'attaque. Il a fait ce qu'il a. Tu vois, il a fait ce qu'il a pu, hein, même si bon, il y a un peu de déchets dans le jeu de passe, mais bon, ça c'est comme Thomas Delaine, hein, c'est pareil, hein. Ils ont un peu de déchets. Par contre, c'est vrai que donc défensivement, il répond toujours présent, enfin, surtout 111. Mais Thomas Delaine, c'est vrai qu'offensivement, il a pas mal impressionné quand même, parce que ne plus avoir à se soucier de la défense, c'est en train de nous créer un joueur qui n'hésite pas à attaquer encore directement vers le but adverse, et ce à la 94e minute de jeu, quand même. Bah, à la 94e minute, à 10 minutes avant, il y a une belle occasion aussi. Il fait un petit festival sur le côté C'est vrai. Qui débouche sur une frappe. Bon, elle est trop sur le gardien, mais ça. Ah, il est intéressant. Ça, c'est quand il est comme ça, qu'il n'a pas ce souci entre guillemets de faire trop de marquage et qu'il a cette liberté offensive, étant donné qu'il n'y a personne devant lui dans le couloir. Ah bah, ça donne un joueur comme on l'a vu en Ligue 2, hein, quand on avait la maîtrise du ballon, c'est un contre-attaquant incroyable. Hein. Ah bah ça c'est clair, et puis de toute façon, vous voyez très bien le lien, c'est qu'en Ligue 2, Metz n'était pas très inquiété défensivement, d'accord. Et bizarrement, quand Metz n'est pas trop... Enfin, quand Delaine n'est pas inquiété défensivement, que ce soit en Ligue 2 ou là dans ce schéma-là, bah, en fait, il se concentre sur l'attaque et il réussit très très bien à faire son attaque et en plus être décisif comme il le fait dans ce moment-là. Donc tu vois, c'est un peu les latéraux défensifs, leur travail à signaler. Si on va un peu plus sur les milieux de terrain et en même temps dans ces milieux de terrain-là, on va regrouper un peu deux types de milieux de terrain. Les milieux de terrain plus à vocation, tu vois, défensif, et ceux qui étaient à vocation offensif. Défensivement, Maïga, encore une fois, très solide, trop solide, hein, certains diront, hein, pressing, meilleur pourcentage de l'équipe. Au niveau des ballons touchés, on est sur le troisième joueur qui touche le plus de ballons côté messin. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Le monsieur, il a 86% de passes réussies sur ce match. Bon, Maïga qui nous saoule un peu là, dans son profil de sentinelle, qui a été très très bon. Son compatriote, son compatriote d'ailleurs, parce que j'étais bien parti sur la bonne idée. Son compatriote ivoirien là, monsieur Victorien Angban, le Neymar ivoirien là. Lui par contre, il a eu un match un peu plus compliqué. Hein. Ouais, mitigé, un petit peu mieux que ses dernières sorties, surtout en deuxième mi-temps. En première mi-temps, un peu plus compliqué. Mais c'est compliqué pour un joueur qui est censé être un box-to-box avec une variante offensive quand même. Hein. Après ces lacunes, surtout en première mi-temps, ne sont pas forcément vues, étant donné que Maïga faisait un peu le boulot pour deux. Donc c'est vrai. On n'était pas trop machin, mais moi j'ai aimé sa deuxième mi-temps, surtout ces 20 dernières minutes où là il a commencé un peu à fracasser les lignes. Bon, du fait aussi du système un peu vachement offensif et du manque de soutien défensif des Lensois, donc ça a pu aider, mais bon. Quand il est comme ça dans les 20 dernières minutes, c'est un peu le Angban du début de saison, le Angban du match contre Lorient et Saint-Etienne, où il avait été quand même assez imposant. Offensivement, pas seulement que défensivement. Dans un match comme ça, voilà, où tu décides de le mettre lui et pas Fofana, ben, tu as envie qu'il t'apporte un peu plus offensivement. Donc j'espère que sa deuxième mi-temps c'est à confirmer contre mercredi, ouais. où il aura de nouveau ce rôle, mais aux côtés d'un autre joueur. De Fofana. Donc voilà. Normalement, sauf s'il y a un changement tactique, mais ça, on verra bien. Mais bon, c'est sûr qu'il doit quand même un peu plus montrer. Ouais, offensivement, plus montrer, comme je l'ai dit très ironiquement dans un top et flop. Je crois que c'était en Grenage, j'avais dit sur Twitter que effectivement l'un des flops c'était la version offensive d'Angban quoi. Tu vois, la version offensive d'Angban est malheureusement pas assez suffisante. Tiens, en parlant de joueurs offensifs, il y a un autre milieu de terrain dont il faut parler, c'est Monsieur Boulaya. Parce que Boulaya, donc si je comprends bien, Boulaya, il joue attaquant, il joue milieu récupérateur, il joue milieu relayeur. C'est moi où Boulaya, j'ai l'impression que je l'ai vu partout dans ce match. C'est-à-dire que le gars,
autant il est vers l'avant à apporter offensivement, d'ailleurs il contribue en plus au deuxième but, mais le nombre de fois où Boulaya redescend très très bas pour organiser le jeu Grenoble Forever. Pour aider Maïga, parce que comme vous le savez, Angban ne sachant pas trop organiser le jeu, le soutien de Boulaya était plus que utile dans l'organisation du jeu messin. Et t'es un peu impressionné toi par son volume de jeu, mais genre tu sais même physiquement parlant, tu sais en termes d'endurance, ça c'est surprenant. Hein. Je pense que là, elle est en train d'atteindre peut-être la plénitude de son niveau chez nous. Là, c'est première partie de saison, pardon, très très régulière et de match en match, il monte en puissance, c'est impressionnant. Et pourtant, il enchaîne les titularisations, hein, à part son match suspendu contre Lorient et le match à Lille où il est sur le banc. Il joue tout le temps titulaire et il joue tout le temps 90 minutes. Donc et il a pas l'air mort, et il a pas l'air fatigué, hein, contrairement à d'autres devant. On va en parler après, mais il a l'air pas fatigué. T'as un tel volume de jeu dans un système comme ça où tu dois faire encore plus d'efforts. Et son péché mignon, c'était ces dribbles des fois qui amenaient des pertes de balles. Même sur ça, je trouve que mon Dieu, il a plus beaucoup de déchets, hein, voire pas du tout. Hier, il a peut-être perdu. J'ai peut-être souvenir d'un ballon, une mauvaise passe, et encore ça peut arriver à tout le monde. Mais écoute, si on est objectif, il a effectivement pas eu un jeu de. Il a 72% de passes réussies. Mais il faut être très important. C'est le joueur de champ hors défenseur qui amène le ballon le plus loin vers l'avant. Tu vois, dans ses passes, hein, dans ses passes. Donc c'est un mec qui joue vers l'avant, tu vois, et pas seulement que balle au pied, hein, dans son jeu de passe, c'est un jeu de passe constamment vers l'avant, tu vois. C'est le maître à jouer de cette équipe, quelle première partie de saison, c'est... Ah, c'est assez extraordinaire. Honnêtement, c'est... Assez impressionnant la performance de notre meneur algérien. On termine par les attaquants Grenoble Forever, parce que les attaquants, donc effectivement, on a pas mal parlé, donc on va peut-être pas reparler de lui, mais de Ndgate qui effectivement a été... voilà quoi, je veux dire, je pense que là, quand tu vois dans ce match-là, le gars commence à avoir une constance, on espère que ça va se poursuivre. On a un peu parlé aussi de Yad, mais Yad qui finalement fait une bonne période de match. Il joue pendant, j'ai noté 73 minutes de jeu. Ouais, 73. Il fait plutôt un match correct, hein, je dirais offensivement parlant. Il s'est créé des occasions. Tu vois, il a pris des tirs. Il a pris 2 tirs dans ce match. Non, évidemment, on n'a pas forcément été autant ébloui que le match contre Montpellier, mais c'était un peu en même temps attendu, comme je l'ai dit, hein, Grenoble Forever. Hein, la différence physique que on l'a observé lors du match de Montpellier entre Yad et les Montpelliérains, évidemment que la différence physique n'allait pas être du tout la même. Entre les Lensois et Yad, hein, vu que ils commençaient tous au même moment le match. Hein. Non, mais c'est pour une première, c'est intéressant. Antonetti a l'air aussi un peu. Il a l'air content de lui, donc moi j'ai envie de le revoir parce on voit qu'il a un potentiel monstre et il est tellement jeune que. Ouais, il a 20 ans, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sens que la concurrence pour ce poste un peu, si tenté que l'on reste dans ce schéma, le poste un peu délié droit, hein, vu qu'encore une fois, on veut laisser le côté gauche libre à Thomas Delaine, fait qu'aujourd'hui, Yad, Gay et Wagner vont se battre ardemment pour tenter justement de se faire une place dans ce 11. Iseka aussi, bien sûr, sur la pointe de l'attaque. C'est vrai qu'on parle plus d'un rôle d'ailier, même si dans ce match, je rappelle que Yad a beaucoup plus été axial que sur un côté, mais c'est vrai que voilà, ça change, ça interchange beaucoup. Les deux peuvent jouer sur un côté, hein, que ce soit N'Gate ou Yad, mais c'est vrai que sur ce match, Yad a été effectivement plus axial que N'Gate. Dernière chose, Grenoble Forever, c'est les remplaçants offensifs qui sont rentrés en jeu, parce que il faut qu'on en parle un peu vite là. C'est quoi cette rentrée catastrophique là de... alors déjà, là, Wagner rentrée compliquée, hein, il a joué 17 minutes, mais bon, Wagner, c'est pas compliqué. Wagner, en 17 minutes, c'est 60% de passes réussies. Est-ce que j'ai le nombre de pertes de ballon? Non, je l'ai pas ici, c'est dommage. Mais ça a été un joueur qui a eu vraiment du mal. Beaucoup de pertes de ballon. Alors il y avait des fois des fautes qu'il obtenait, je suis d'accord, mais
en 17 minutes, même dans des actions de contre où il n'était pas forcément mis sous pression, il a eu du mal, hein, Wagner. Hein. Ouais, physiquement, c'est compliqué pour lui. C'est vraiment. Ça se voit que c'est physique. Hein. Il est un peu pâteau. T'as l'impression qu'il est lourd sur les appuis. Quand il a les pieds plantés au sol, il arrive à faire. Je sais pas, c'est plus le même joueur. Sa blessure, pour l'instant, lui a fait beaucoup de mal et il a grandement du mal à revenir. Ouais, grandement du mal à revenir. Et ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu pour qu'on espère retrouver, j'espère, hein, parce que c'est pas encore sûr, que l'on espère retrouver le Wagner de Nancy, même si pour des raisons que je pense avoir déjà compris depuis quelques semaines, je pense qu'on ne retrouvera pas le Wagner de Nancy, notamment à cause de la monopolisation du ballon de Farid Boulaya. Parce que M. Wagner monopolisait beaucoup de ballons à Nancy, mais ça c'est un autre débat que l'on fera un autre jour. Et enfin, monsieur Thierry Ambrose, Grenade Forever, pour terminer en beauté sur l'analyse des enseignements individuels. Monsieur Thierry Ambrose, qui alors là nous aura fait aussi une rentrée. Je pense que ça aurait été une autre équipe que Lens. Je pense qu'Antonetti aurait fait plutôt rentrer Iseka. C'est vrai. Je pense que le fait que ça soit Lens, son ancien club, il s'est peut-être dit, c'est peut-être l'occasion de le relancer un petit peu contre son ancien club. Au final, force est de constater que il n'a pas eu tort, parce que je pense que c'était un bon choix de le faire rentrer. Mais lui n'a pas saisi la cartouche qu'il aurait pu encore saisir. Là, la question va commencer sérieusement à se poser du fait, est-ce qu'on a bien fait peut-être de lui proposer un contract ce contrat, donc ouais, à voir. De toute façon, et surtout c'est qu'il n'y a pas de chance pour lui, mais tu as vu la concurrence qu'il y a sur l'attaque. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que Ibrahima Niane n'est pas là. Il aurait pu avoir sa chance, mais même quand il a un petit peu de temps de jeu, il ne saisit pas sa chance. Donc, c'est clair. Et puis surtout quand tu vois durant tout le match quand Antonetti a fait que de crier dessus pour le pousser à faire du pressing, oh là là, c'était pas beau à voir, hein. Tu sais, il visait que ça, quoi. Tu sais, genre vas-y, cours. Mais tu voyais même qu'au bout de 5 minutes, Ambrose il était mort, quoi. Il n'arrivait pas à suivre les accélérations adverses, quoi. Et c'est là où c'est très dommage, c'est que pour lui, c'est. Alors je peux comprendre encore une fois que lui, ça va pas être simple. Mentalement parlant, de voir l'évolution de la hiérarchie des attaquants. Quand en pré-saison, tu étais numéro 2 à la pointe de l'attaque. Quelques mois après, tu te rends compte qu'il y a un mec qui devait être prêté au Paris FC qui performe et qui justement prend beaucoup de place en tant que titulaire sur le terrain. Qu'en plus, il y a un autre Sénégalais qui était déjà là l'année dernière et qui continue sa petite progression tout doucement. On te ramène un joueur que tu achètes 4 millions d'euros de Nancy et on veut lui donner le plus possible sa chance, mais bon, pour l'instant, c'est pas efficace. Et le top du top, c'est qu'en plus, tu as monsieur Iseka que tu recrutes et qui ajoute du poids encore à la concurrence. Quand c'est Thierry Ambrose, tu vois tout ça arriver, tu te dis. Et c'est vrai que je pense que la porte de sortie n'est pas loin. Mais on en parlera. Ouais, et peut-être plutôt que prévu. Plutôt que prévu. Donc on en parlera notamment dans un point mercato qui aura lieu incessamment sous peu. On a fait le tour Grenade Forever sur les enseignements individuels. J'aimerais juste qu'on fasse deux choses avant de terminer ce débrief. Tout d'abord, rappel du classement. Alors il y a eu des matchs qui se sont déroulés. Il y en a qui se déroulent en ce moment même où on fait le débrief. Pour information, à l'heure actuelle, Metz, dans le classement que j'ai, occupe la 10e place. Peut-être que le classement que vous verrez sera différent avec les autres matchs qui seront ça joués. Bougera pas. Mais effectivement, normalement, c'est pas... Pour Metz, je veux dire. Pour Metz, c'est pas censé bouger pour Metz. Pour les autres, peut-être. Mais donc, Metz, à l'heure actuelle, 10e. Première partie tableau, donc, grâce à cette victoire obtenue contre Lens. Et donc, ce 23e point obtenu grâce à cette victoire. On termine Grenade Forever par les top et flop. On va pas aller dans une explication détaillée de tous les top et flop, mais si on doit dire un peu chacun nos top et flop, et si nous commençons par les flops Grenade Forever, quel est ton flop sur ce match? Les rentrées, les remplaçants, les deux remplaçants qui sont rentrés en jeu. Allez, vas-y, les deux remplaçants sont rentrés en jeu. Thierry Ambrose et Wagner qui malheureusement n'ont pas su apporter en un quart d'heure, ils n'ont pas su apporter ce que Frédéric Antonetti leur demandait. Donc beaucoup de ballons perdus, de déchets, c'est... Ouais. C'est un motif, entre guillemets,
pour pas descendre. Du tout les rentrées en jeu qu'on a vu d'Engate et de Yad 3 jours avant, où justement ils ont apporté une upgrade pas possible. Là, pas l'impression que tu jouais avec 2 en moins, mais bon, c'était tout comme. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était un peu... C'était pas évident. Je vais te suivre, même si j'ai envie de faire une petite mention honorable pour des flops. Donc, première mention honorable pour les flops, c'est donc la version offensive de Victoria Rankbank que j'ai absolument pas aimé. Je continue à le penser que c'est pas un joueur qui est fait pour être box-to-box comme on a envie qu'il soit box-to-box. Hein, donc c'est en train de se vérifier tout doucement. Mais il ne sera pas à l'abri de refaire une performance contre l'Orient. Autre mention honorable sur les flops, hein, le jeu au pied d'Ukidja, on n'en a pas parlé, mais Ukidja, son jeu au pied a encore une fois défrayé la chronique. Hein. Beaucoup de gens ont été blessés par ses nombreux passes ratées, dégagements ratés, hein, bien sûr. Et donc voilà, un problème qui existe depuis près de 2-3 ans, enfin oui, 2 ans, 2 ans, il faut être plus précis, depuis 2 ans, qui continue de se répéter. Et donc forcément, c'est un peu embêtant quand tu donnes la balle aux adversaires qui peuvent te mettre 1 ou 2 buts pour essayer de revenir dans le match. Donc méfiance, monsieur Ukidja. Si on passe dans les tops, ça va être un peu plus compliqué qu'on a Forever. Quel est ton top sur ce match ? Ouais, j'aurais pu en mettre 2, 3, voire 4, mais bon. Choisis, un seul. Faut choisir. Je vais partir pour Mr. Thomas Dolan. Monsieur Thomas Dolan, qui, comme vous savez, Grenade Forever est son plus grand fan, hein, bien évidemment. J'adore ce joueur, hein, même quand il est pas bon, ça me fait mal au cœur. Là, ça fait 2 matchs que je l'avais mis en mention honorable, et sa prestation d'hier mérite que je le mette en homme du match. Hein. J'ai trouvé intéressant tout ce qu'il a fait, et puis sa deuxième mi-temps, je la trouve magnifique. Puis ce dernier débordement qui amène le but, en plus, passe décisive. Rarement passé dans les duels, il met un peu sous l'étonnoir Jonathan Klaus, ce qui n'est pas une mince affaire sur cette première partie de saison, donc chapeau. Chapeau pour monsieur Thomas Dolan. Moi, je vais... Alors j'ai hésité, j'aurais pu mettre Farid Boulaya parce qu'il le mérite amplement d'être dans le top. Je vais quand même mettre Maïga parce que Maïga a dû jouer pour 2 sur ce match. C'est-à-dire qu'il a dû faire de la récupération mais aussi de la relance. Hein, alors que c'est une sentinelle hein, à la base, hein, c'est pas un box-to-box. Hein, donc il a dû faire les 2. Et donc oui, c'est un peu ironique hein, bien sûr, il n'a pas joué comme 2. Mais vous avez compris qu'effectivement il a une très, très grosse activité. C'est un des joueurs qui touche le plus de ballons. Comme Farid Boulaya dans ce match. Beaucoup de récupération. Je crois qu'il est contributeur sur le premier but, non ? C'est pas lui qui donne la balle Je crois que c'est lui qui passe la balle à Boulaya quand après Boulaya. Je vais vérifier puisque j'ai mes notes du match et c'est marqué ici et c'est ah non je crois que c'est Fabien Santonce pardon donc j'ai rien dit autant pour moi. Fabien Santonce qui tacle et qui envoie la balle pour Farid, qui donne la balle à Farid Boulaya et c'est Boulaya qui donne à Engate. Donc ouais, Farid Boulaya aurait pu être parce qu'il fait un but, une passe D, mais je vais dire Maïga sur ce match, mais probablement que Boulaya le sera très prochainement. Au point où il continue. En tout cas, il a fait lui aussi une très très bonne rencontre. Grenade Forever, nous avons fini avec ce magnifique débrief de la rencontre entre Metz et Lens. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci à toi. Hein. Pour les autres, bien sûr, les commentaires. Dites-nous un peu votre top et flop. Ce serait sympa pour dire un peu ce que vous en pensez de la performance de tous nos joueurs du FC Metz. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous soutenir dans le développement de cette magnifique chaîne YouTube. On se retrouvera donc certainement pour un avant-match qui tombera le matin de la rencontre entre Metz et Rennes, hein, bien sûr. Donc ce sera à ce moment-là que vous pourrez le consulter. Et après cela, bien sûr, on se retrouvera pour le débrief du match entre Metz et Rennes, qui je vous rappelle, match qui aura lieu le mercredi. Le mercredi, combien déjà Grenade Forever ? J'ai noté le mercredi 23 décembre. 23 décembre, la veille du réveillon de Noël. Hein, donc, dernier match de cette longue série de 4 matchs en 10 jours. Tout à fait. Donc, un dénouement important qu'on débriefera bien sûr, mais vous aurez bien sûr avant l'avant-match de... On va y aller l'esprit tranquille. Oh, elle commence pas. Pas ce genre de choses, monsieur Grenade Forever, il faut pas crier on en parlera dans l'avant-match, mais vu les absents, les suspendus. Ouais. Bon, sur ce, on vous laisse. Profitez bien des vôtres. Portez les masques.
très important. Et allez le FC Metz.